Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e des prix de la saison consacré à un Grand Prix de Miami qui était très attendu après un mois de pause et qui aura été très intense avec les énormes packages d'évolution amenés par les équipes qui ont un petit peu bouleversé la hiérarchie, on va y venir, peut-être même jusqu'à un tournant. Il y a eu aussi beaucoup de faits de course, cette pluie qui a été un énorme sujet et qui finalement n'est jamais venu. Et aussi c'était ce premier Grand Prix avec les changements annoncés par la FIA. J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Personnellement, je dirais que sur un tour, j'ai tendance à penser qu'on va plutôt dans le bon sens. On se rapproche d'un tour de qualif plus classique, un petit peu plus à fond. C'est moins dérangeant visuellement, mais même quand on creuse. Mais bon, on a quand même toujours deux gros super clippings qui font perdre 20 et 30 km/h au virage 11 et au virage 17. Et on a encore un accélérateur qui est relâché dans certaines portions rapides, notamment dans le premier secteur. Donc bon, voilà, on n'y est pas encore du tout. On continue aussi d'avoir ce qui est pour moi le plus dérangeant, ce sont ces bugs, ces moments où le déploiement ne fonctionne pas correctement, notamment à cause d'une pression sur l'accélérateur que le système n'avait pas anticipé. Pour moi, c'est très dérangeant. Ça peut coûter parfois jusqu'à une demi-seconde. Le pilote n'y est pour rien. Les équipes ne maîtrisent pas. C'est complètement incompréhensible de l'extérieur, même en fouillant, même en travaillant dessus. On n'est pas sûr de ce qu'il s'est passé et donc ça gâche pour moi la compétition et ça brouille la compréhension globale du week-end. Aussi, je crois que Miami n'est pas forcément le meilleur endroit pour juger de la réussite de ces changements, vu que ce circuit était de base un de ceux où on allait le moins galérer avec la gestion de l'énergie. Donc, non seulement un exemple, c'est trop peu pour se faire un avis, mais en plus, cet exemple est un petit peu extrême. Donc voilà, même si globalement on semble aller dans le bon sens, notamment sur un tour, la philosophie globale de conduite des voitures n'a pas été modifiée puisqu'elle ne pourra pas l'être. On va rester sur des machines qui se pilotent beaucoup à la récupération de l'énergie. On a le droit d'aimer ça, mais bon, globalement, à mon sens, ça réduit l'importance de celui qui tient le volant, surtout avec autant de flou et de bugs sur l'ensemble du week-end. En course, contrairement au sprint processionnel, le Grand Prix a été agréable à suivre, mais je pense que le circuit a aidé niveau énergie, etc. Et si on a eu des faits de course qui ne sont pas dépendants de la réglementation et qui ont animé les choses. Dans le fond, personnellement, j'ai trouvé que le spectacle qu'on a vu ce dimanche était très similaire à celui qu'on a vu sur les premiers Grands Prix, puisqu'on avait toujours ce yo-yo, aucun combat ne s'est vraiment terminé après le premier dépassement et on a continué de se passer et redépasser selon les niveaux de batterie sur plusieurs tours. C'était un petit peu moins extrême, mais quand même c'était encore le cas. On a toujours de gros différentiels de vitesse par moment dans le sprint et dans la course. Il y a eu plusieurs moments chauds. On a toujours des bugs de puissance à plusieurs reprises, notamment sur les départs et lors des premiers tours. On continue de ne pas pouvoir exploiter à 100% le niveau de la machine et du pilote par instant. Il n'y a toujours pas d'intérêt stratégique à cause de pneus qui ne se dégradent pas. Il y a un constat qui est inchangé sur le fait que se battre te fait perdre beaucoup de temps et un constat inchangé sur le fait que posséder l'overtake te permet de gonfler énormément ton rythme. On a vu des pilotes s'écrouler dès qu'ils le perdaient comme sur les premiers Grands Prix. On a aussi vu des jeux malsains pour justement bénéficier de cet overtake, une difficulté de faire un dépassement hors batterie complètement déchargée pour l'un ou pour l'autre, ou encore bien sûr l'importance de la position en piste comme on l'a vu dans la bataille entre Norris et Antonelli ou d'autres derrière. Donc à l'arrivée, peut-être que c'était un poil plus classique ou je dirais plutôt un poil moins extrême que lors des dernières courses, mais je ne trouve pas que le rendu ait vraiment changé par rapport à ce début de saison. On s'aspire avec l'overtake et on se double et se redouble avec le niveau de batterie. Donc voilà, personnellement j'ai donc toujours les mêmes questions de fond qu'on s'est posées sur les 3 premiers débriefs. Que penser de cette F1 ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ou qualitatif ? Est-ce que le pilote est suffisamment valorisé, etc. etc. Toujours les mêmes questions qui sont ouvertes, sujets qui sont complexes, mais voilà, j'ai pas vraiment changé de point de vue pour l'instant et je pense qu'il faudra attendre la trêve estivale pour vraiment évaluer ces changements. Difficile aussi de dire si ces évolutions ont permis de favoriser ou défavoriser certaines équipes au niveau de la gestion de l'énergie. Je pense aussi qu'avec l'Aduo qui va bientôt tomber,
peut y avoir quelques jeux sur les moteurs qui brouillent la lecture du week-end. Bref, je reste vraiment très très prudent sur ce que j'ai vu et sur l'analyse de ce que j'ai vu ce week-end. Un peu moins extrême, mais honnêtement à la marge. Le côté compétition sportive entre les équipes, honnêtement, c'était assez serré et indécis devant sur les qualifications et sur une bonne partie du Grand Prix, du moins à plusieurs échelles. Et la grande nouvelle du week-end, c'est le retour de McLaren. On avait déjà vu de bons signaux de leur part lors des précédentes courses, notamment du côté du Japon, où ils auraient pu ressortir avec une victoire, même si elle était un petit peu plus liée à des circonstances et au fait qu'on pouvait vraiment pas doubler. Et on avait dit qu'ils semblaient être les candidats naturels à moyen terme pour concurrencer Mercedes avec le même moteur qu'ils avaient fini par comprendre et une voiture qu'ils n'avaient pas du tout développée depuis les essais de Barcelone en janvier. Et là, ça y est, ils ont amené le premier package et la voiture, elle a retrouvé constance, stabilité et performance. On sait que au jeu du développement, ils sont les meilleurs et de loin. Leur partie sprint était certes plus belle que la réalité puisqu'ils ont démarré le week-end plus près que les autres dans les réglages et le déploiement notamment de l'énergie sur une piste où les portions lentes leur vont particulièrement bien, ce qui a donné cette pole sprint vraiment dominante et ce doublé dans le sprint qui était vraiment sans partage. Voilà, la qualif du Grand Prix est, me semble-t-il, un petit peu plus proche du réel. Ils ont un petit peu stagné ou en tout cas n'ont pas bougé quand les autres ont progressé. Ils ont aussi été gênés par le vent et par des soucis de déploiement sur les deux voitures dans cette qualif. Mais la course a juste été excellente et est un énorme motif d'espoir pour la suite pour McLaren, une énorme preuve de leur retour aux affaires. En embuscade, après les premiers virages, Lando Norris a été rapide d'entrée. Je crois qu'il a, dès le deuxième tour, c'est lui qui est le plus rapide. Et il a attendu qu'Antonelli bute sur Leclerc où ils se sont passés, redépassés une ou deux fois pour attaquer l'Italien et lui prendre la deuxième place juste avant la sortie du premier safety car. Pour moi, c'est vraiment un coup précis qui a été super important parce que du coup, à la relance, c'est lui qui est deuxième et c'est lui qui peut attaquer la Ferrari de Leclerc qui n'avait pas le niveau de la gagne et donc pour se retrouver en tête, il réussissait ensuite à tenir Antonelli à 2-3 secondes derrière lui et vu que la pluie n'allait pas arriver, la victoire allait se jouer entre ces deux hommes et elle allait revenir à celui qui serait en tête à la sortie du seul arrêt au stand. Norris peut donc être, et il a été, très frustré d'avoir subi un undercut. McLaren aurait clairement dû anticiper l'arrêt. Tout le monde commençait à s'arrêter. La puissance de l'undercut venait d'être démontrée par Russell. Voilà, compliqué, il fallait s'arrêter en premier et c'est Mercedes qui l'a fait avec en plus un super arrêt. Antonelli a été très précis dans le outlap et le inlap. Avec en plus la présence de Verstappen en stratégie décalée à la sortie des stands, l'Italien l'a dépassé en premier et a pris un petit gap d'avance, ce qui n'a pas permis à Norris de reprendre rapidement le fauteuil de leader. Et donc c'est là-dessus que le Britannique passe, selon moi, selon lui et même selon la réalité et les chiffres, à côté d'une victoire hier à Miami. Victoire qui aurait couronné ce qui est selon moi peut-être l'un des meilleurs week-ends en Formule 1 de Lando Norris. En tout cas, c'est meilleur que ce que je l'ai vu faire 80-90% du temps l'an dernier. Pour la première fois cette saison, il n'a pas été embêté par des soucis techniques lors des essais. On peut dire que pour la première fois, il a eu un week-end vraiment normal, contrairement à l'Australie, à la Chine où il n'a pas pris le départ, au Japon où il a manqué trop de tours dans les essais et où donc il faut prendre sa performance avec des pincettes. Et du coup, là quand ça marche, il a été taille patron, clairement plus rapide que son coéquipier, parfois même assez largement, à l'aise sur cette piste qu'il adore, précis aussi dans ses manœuvres, serein, pas d'erreur. Bref, j'ai vu ce week-end un Norris de très haut niveau, comme peut-être rarement, et je me dis aussi que peut-être le titre peut l'aider à passer des caps là-dessus. A contrario, forcément, un petit peu déçu de Piastri qui a accusé un clair déficit de rythme sans trop d'explications, mais voilà, c'était présent sur chaque tour de qualif et lors des deux courses. Son sprint est bon, mais Norris l'a décroché, il a même été un petit peu menacé par Leclerc derrière, et en course, il prend 25 secondes sur la même stratégie, même s'il a un arrêt un peu plus long et qu'il a dû un petit peu se battre avec d'autres pilotes. Alors oui, Piastri, c'est sa constante, il n'a pas fait d'erreur et il limite à l'arrivée très bien les dégâts, mais je ne suis pas impressionné par sa troisième position vu le niveau de sa machine par rapport à la faible concurrence que représentait ce week-end Russell, Verstappen qui était compromis par sa stratégie et la Ferrari de Leclerc qui n'a pourtant réussi à doubler
qu'à un tour de l'arrivée. Mais le résultat brut, il est quand même là samedi et dimanche. Et oui, c'est une des grosses forces de Piastri. Et pour McLaren, c'est un énorme week-end. Ils étaient au niveau de Mercedes. Ils auraient pu gagner. Ils pourraient avoir 2 victoires à 2 sur ce début de saison. Ils ont, en tout cas ce week-end, ils avaient le rythme des pôles et des victoires. Leur petit défaut reste peut-être la dégradation des pneus, puisqu'en fin de relais, c'était un petit peu plus dur, même si le fait d'être derrière Antoniani n'a pas aidé. Mais voilà, maintenant, il faut totalement compter sur McLaren. Ils sont de retour et eux aussi auront des améliorations au Canada. C'était pas juste le coup d'une fois à Miami. Ils ont démarré leur développement et on sait qu'ils sont redoutables. Donc ouais, c'est pour ça que je pense que Miami peut représenter un tournant. À cause ou grâce à McLaren, la saison a changé de visage. Mercedes sort donc de Miami avec un bel avertissement. Leur avance des 3 premiers Grands Prix ne leur garantit rien sur l'entièreté de l'année, sur l'entièreté d'une première année d'un règlement. Ça, ils le savaient très clairement, mais ils ont pu le visualiser frontalement ce week-end, notamment avec cette partie sprint extrêmement pauvre et un niveau de performance sur le week-end qui n'était pas supérieur à McLaren, qui était au mieux un petit poil devant, et peut-être même qu'il y avait même une autre équipe qui était dans le match. Ok, le constat, il est là, mais je ne pense pas qu'on doive s'alarmer pour Mercedes parce qu'il y a plusieurs éléments qui m'amènent clairement à relativiser. Déjà, le fait qu'ils ont gagné. Alors oui, il n'y avait pas du tout l'aisance des 3 premiers week-ends, ni même la domination, même une fois passé dans l'air libre. C'est ça vraiment qui est le plus marquant, je trouve, hier, comparé au premier Grand Prix. Mais voilà, ça a quand même suffi. Ils ont aussi fait une très belle pole avec une belle avance le samedi, même si McLaren a eu un souci de développement. Voilà, le rythme était bon et ils n'ont toujours pas été battus. Et c'est d'autant plus valorisable que, selon moi, c'est le point le plus important, ils sont le seul top team à ne pas avoir amené de package d'évolution important, seulement 2 petites pièces un peu modifiées. Donc finalement, leur voiture, qui a un train de retard sur les autres niveau développement, eh bien, elle reste quand même au niveau, voire un peu devant la version évoluée des autres. C'est donc très positif et on verra si les évolutions marchent au Canada. Potentiellement, l'équipe reprendre un petit peu d'avance. Et puis aussi, 2 derniers détails, la partie sprint, on a fini par comprendre qu'en fait, ils s'étaient ratés sur les réglages et le déploiement, donc ça n'est pas leur vrai visage. Le vrai visage, c'est la partie Grand Prix où ils étaient clairement dans le coup. Et aussi, Russell n'était pas là, il n'y avait qu'une Mercedes, ce qui ajoute aux difficultés et à la photo finale un peu plus négative que ce qui n'y paraît vraiment. Donc je serais plutôt prudent sur l'analyse. Je vois plus dans Miami une piqûre de rappel sur la nécessité de bien développer qu'une véritable alerte ou un début de chute. Alors oui, Mercedes a du boulot pour amener un bon package d'évolution. Il faudra améliorer les départs, la résistance à la chaleur. Il y a toujours quelques bugs de mode, notamment au moment des relances. Mais voilà, il reste la référence sans avoir développé. Et c'est vraiment sur le Canada et le début de la tournée européenne qu'on pourra se dire que Mercedes est en danger si jamais il ne retrouve pas un niveau de performance comme il l'avait sur le début d'année. Et puis la bonne nouvelle, la chose qu'on n'anticipait pas forcément à ce point il y a 2 mois, c'est qu'ils peuvent désormais totalement compter sur leur pilote de 19 ans qui n'a que 28 Grands Prix au compteur et qui avait encore besoin de temps et d'accompagnement il y a peu. Alors voilà, Antonelli n'est pas encore un produit fini, aura des moments plus faibles dans la saison que ce qu'il vit actuellement, continue de faire des erreurs, il en a quand même déjà fait pas mal depuis le début de la saison. Il a aussi bénéficié des 2-3 petits coups de pouce au bon moment hier, mais son rythme sur un tour est désormais en course, ce qui est peut-être la grande nouveauté. Il est clairement impressionnant, surtout quand on le combine au niveau de confiance qu'il est en train d'accumuler avec ses performances et avec ses succès. On a l'impression qu'Antonelli ne fait que grandir et qu'il lui reste en plus beaucoup de choses à débloquer vu son âge et sa faible expérience. Ce qui m'impressionne surtout, c'est sa capacité à rebondir après un coup dur. Par exemple, la pénalité lors du sprint, et bien quelques heures après, c'est pole et derrière, c'est un Grand Prix où j'ai, je crois, rien à redire. Le départ, ça continue d'être difficile, mais je pense pas que celui-là était de sa faute comme celui de samedi. Donc ouais, c'est la preuve que son environnement
le met dans des conditions où je pense qu'il n'a pas trop à réfléchir et donc là il devient très dangereux. Il avait déjà fini très fort la saison dernière, hein, de Bakou au Qatar, j'ai été revoir notamment mes notes et c'était peut-être l'un des 3 meilleurs pilotes du plateau, ce qu'on a peut-être un petit peu oublié à première vue mais c'était bien le cas. Et là franchement depuis quelques courses il monte en puissance. Si on a des choses à redire sur l'Australie et un peu la Chine, bah on en a de moins en moins à redire par week-end, là c'était vraiment très très costaud et je pense que sans la pénalité vraiment bête des limites de piste en sprint qui lui fait perdre un petit peu des points, je pense qu'il serait le meilleur pilote du week-end, surtout quand on voit sa précision de dimanche, ce à quoi je ne m'attendais pas de sa part au bout seulement de 28 Grands Prix, alors que pourtant j'étais, je crois, l'une des personnes qui avait le plus d'attentes et qui estimait le plus Antonelli très très jeune. La menace se précise donc pour Russell, sur qui j'avais trouvé jusqu'ici les critiques absolument démesurées, puisque son retard de seulement 9 points au classement s'expliquait pour moi en quasi-intégralité par de la malchance, des coups du sort, des faits extérieurs à ses manœuvres. Il n'avait jusque-là, lui, commis aucune erreur, et donc il était très loin d'être en perdition comme j'ai pu l'entendre ou le lire. Mais bon, là, il nous a vraiment pondu un week-end de 100 et s'est fait déposer par Antonelli dans de grandes proportions. La faute, visiblement, à un circuit qu'il n'aime pas et qu'il n'arrive pas à apprivoiser. Ok, je ne vais pour l'instant pas chercher plus loin, c'était une fois dans la saison où ça ne marche pas. Ok, mais quoi qu'il arrive, ça reste un gros raté et surtout maintenant, il a la pression au Canada, il devra taper du poing sur la table, reprendre le leadership, montrer que Miami c'était vraiment le coup d'une fois, puisque là, ce week-end, c'était pas de la malchance et désormais Antonelli commence à le battre de plus en plus fréquemment et à prendre de la confiance. Ouais, je dirais pas que le temps presse pour George Russell parce que la saison est encore longue, mais bon, il faut mettre derrière lui la malchance et ce week-end raté. Malgré tout, si son rythme a fait largement défaut, eh bien il n'a pas commis d'erreur et donc il a limité au maximum la casse. On peut aussi dire qu'il a été un peu chanceux et aurait dû perdre plus gros, puisqu'avec la pénalité d'Antonelli dans le sprint, il y a un swing de 3 points en sa faveur et avec les déboires de Leclerc à la fin du Grand Prix, il récupère encore 2 points. Donc au lieu d'être à 25 longueurs de son coéquipier, il n'en est qu'à 20. L'autre enseignement du week-end, c'est qu'au final, Red Bull aussi semble être de retour et ça, on ne s'y attendait absolument pas vu les énormes difficultés du début de saison avec cette voiture absolument pas comprise et qui souffrait d'énormément de problèmes. Mais d'un coup, avec un seul gros package d'amélioration, c'est le jour et la nuit. Nouveau ponton, aileron style Macarena, même si c'est différent et que j'ai l'impression que c'est mieux pensé, que ça marche mieux que celui de Ferrari. Nouvel aileron avant, bref, tout a changé et Verstappen a retrouvé une monoplace au train avant mordant, ce qui lui permet d'être agressif et donc au lieu de subir, il pilote et on voit tout de suite la différence. En plus, ils sont montés en puissance au fur et à mesure du week-end comme ils ont l'habitude de le faire notamment dans les week-end sprints. Il y a d'abord eu un beau rapproché par rapport à avant dans la qualif sprint, puis dans le sprint, une fois que Max a été débarrassé des soucis de batterie qu'il a connus sur les premiers tours, il a eu un rythme qui franchement était très intéressant et qui aurait pu lui permettre peut-être de jouer le podium sur l'entièreté du sprint, et puis sur la qualif du Grand Prix, il jouait la pole. Voilà, c'est presque dingue d'avoir autant gagné d'un coup, ce sera évidemment à confirmer sur la durée et sur d'autres circuits, mais le potentiel de la voiture qui n'était pas du tout maîtrisé avant semble maintenant l'être, en plus d'avoir été, semble-t-il, largement amélioré. On en vient même à se demander s'il n'avait pas le rythme pour jouer la victoire hier. En tout cas, à minima, la 3e place aurait dû lui revenir sans son tête à queue au 2e virage. Ça empêche d'avoir du coup la réponse complète parce que ça l'a fait basculer sur une stratégie décalée avec l'arrêt sous safety car pour se débarrasser des pneus détruits et ensuite il a été au bout et a peiné sur la fin de course logiquement. Concernant le départ, même si son rattrapage est dingue et que sur un premier tour avec les pneus un peu plus frais, en étant aussi tassé sur le vibreur, il y a des circonstances atteignantes, ça reste une erreur, et une belle, et une grosse, et donc même si j'ai pas l'impression que ça a été perçu ou analysé comme ça hier, Max s'est enlevé seul la possibilité de jouer la victoire et un podium à minima hier. On peut aussi ajouter à son total ce dépassement de la ligne d'entrée des stands. Alors à l'arrivée, les 5 secondes lui coûtent rien, mais ça reste une faute bête et largement évitable. Et il y a, pour être poli, ce surplus d'agressivité qu'il a montré dans chacune de ses batailles samedi et dimanche avec Hamilton, avec Lawson, avec tout le monde.
Par moments, c'est vraiment un petit peu trop, je trouve. Et du coup, tout ça à l'arrivée laisse un goût un petit peu bizarre sur un week-end où il aura été peut-être un petit peu trop brouillon. Mais le plus important, c'est qu'il peut maintenant de nouveau jouer devant. Alors dur de savoir si c'était carrément au niveau de McLaren et de Mercedes, mais qu'on en soit à se poser cette question, c'est incroyablement positif pour Red Bull par rapport à ce sur quoi il nous avait laissé. Concernant Hadjar, week-end beaucoup plus compliqué et gros écart avec son coéquipier, ce qui rappelle forcément automatiquement le scénario classique de Red Bull où la voiture évolue et le pilote qui ne s'appelle pas Max commence à galérer de plus en plus. Alors oui, ce scénario, ce risque existe et il faudra surveiller la situation au fur et à mesure, ne pas perdre le fil, c'est pour moi le plus important. Mais je pense qu'on se trompe si notre analyse du week-end d'Adjar s'arrête à ça et se base, je dirais, limite sur ce cliché, puisque je pense qu'on est trop influencé par son incompréhension d'après la qualif sprint, et quand on regarde en vrai dans la performance, ça n'était pas un désastre sans réponse comme Perez, Tsunoda ou Lawson l'ont vécu récemment. Non, Hadjar avait plus de performance que ça, pouvait faire quelque chose ce week-end, mais ça a été gâché, caché, annulé par des éléments. Déjà, un souci de puissance majeur dans la qualif sprint qui explique une grosse partie de son retard. Sans ça, peut-être qu'il n'est qu'à 3-4 dixièmes de Verstappen et donc au final, personne n'en fait trop de remarques et c'est pour ça aussi que lui ne comprenait pas pourquoi il était si loin vendredi soir. On peut aussi ajouter là-dedans la disqualification de la qualif suite à une erreur de la voiture, de l'équipe dans justement le montage de la voiture, ce qui a aussi modifié la trajectoire de son Grand Prix puisque s'il part 9e, c'est pas la même. Ensuite, ça a moins, voire pas été souligné, mais il y a de bons moments dans son week-end. Il y a le rythme dans le sprint où il aurait marqué des points s'il n'y avait pas eu ce nouveau souci de la Red Bull sur la phase de départ. Il y a sa Q1 et sa Q2 où il est beaucoup plus proche de Verstappen. Il y a son début de Grand Prix où il avait un bon rythme, remonté fort et aurait marqué certainement de beaux points, certainement 4 ou peut-être 6 à l'arrivée. En fait, comme il l'a dit lui-même samedi soir après les qualifs, ça n'allait pas si mal que ça pour lui dans la voiture. C'est surtout le sprint qui avait été une anomalie, en tout cas la qualif sprint, avec ce bug. Et le dernier élément qui a pris le pas sur sa performance et aggrave son week-end, ce sont clairement ses erreurs. Il y en a une en Q3 qui fait que l'écart avec Verstappen est beaucoup plus gros que ce qu'il ne devrait être. Et il y a évidemment ce crash lors du Grand Prix à la chicane. On parle de centimètres qui ont des conséquences dramatiques, mais ces centimètres font toute la différence. Et il a eu la bonne analyse. Il ne peut pas faire ça, surtout sur une course longue où finalement il n'a qu'à aller chercher les points en fond de top 10. Donc attention aux conclusions quant à l'analyse du week-end d'Adjar. Je crois qu'il y avait plus de performance qu'il n'y paraît. Le scénario Red Bull numéro 2 ne me semble pas vraiment enclenché pour l'instant. Et voilà, il faut quand même oublier ce week-end, notamment à cause de ses erreurs à lui. Et le principal reste pour moi, comme depuis le début, de ne pas se frustrer, de ne pas entrer dans une spirale négative et de résister aux vagues qui vont forcément arriver avec ce rôle chez Red Bull. Il y a eu des premières vagues ce week-end. Je pense que sous la surface de l'eau, c'est un petit peu plus calme que ce qui n'y paraît sur la globalité des commentaires. Mais attention, on sait très bien comment ça peut se passer. Chez Ferrari à présent, j'ai l'impression de me heurter à un jour sans fin, puisque voilà, une saison, toutes les 5 saisons, ils vivent une catastrophe, comme ça a été le cas en 2020 ou l'an dernier sur une bonne partie de l'année. Mais sur le reste des saisons, ils sont pas mauvais, ils sont bien placés, compétitifs, positifs, en progrès, en amélioration. Les résultats sont objectivement corrects, voire même bons, mais jamais ils ne sont les meilleurs ou parfaits. Voilà, jamais. Je ne sais pas si c'est structurel, si c'est de la malchance, si c'est les autres qui ont toujours un petit truc en plus ou si c'est quelque chose d'autre, mais le déclic et la position de vrai numéro 1 et encore plus durablement, elle ne vient pas depuis 20 ans chez Ferrari et je trouve que ce week-end l'a bien symbolisé puisque voilà, les évolutions, elles sont nombreuses et elles ont fonctionné, mais elles n'ont pas fait de la SF26 la référence. Le moteur, il est bon.
mais il n'est pas le meilleur, et sans ça, jusqu'à introduction via la duo d'évolution, ça va être dur de complètement rivaliser. Et puis le potentiel, il semble être là, mais au moment de le concrétiser, il y a des petits détails qui entravent la route, comme par exemple l'utilisation des softs et du déploiement maximal sur un tour de qualification. Et en course, c'est plutôt une question de stabilité globale de la monoplace, de surchauffe là ce week-end du train arrière et d'un petit déficit de rythme encore plus dans le trafic. Dommage parce qu'honnêtement, on a le sentiment que c'est pas si loin, mais en fait, c'est jamais là. La preuve avec Leclerc qui, sur les dernières années, qui sur ce début de saison, qui sur cette partie sprint, qui sur cette qualif, est constamment performant, très bien placé, excellent même, on peut dire. Mais bon, niveau performance dans sa voiture, la 3e place, c'est bien souvent le max qu'il puisse espérer. Il nous avait encore fait, voilà, je l'ai dit, un très bon sprint, une super qualif. Il a exploité le gros point fort de la voiture qui est le départ. Mais voilà, au bout d'une quinzaine de tours, il a dû s'effacer derrière Norris et Antonelli qui étaient bien plus rapides et qui lui ont ensuite mis une vingtaine de secondes en 40 tours. Voilà, c'était complètement, encore une fois, impossible d'envisager la victoire avec la Ferrari hier. Le timing de l'arrêt au stand, initialement bizarre, semble finalement plutôt bon puisqu'il fallait bien couvrir l'undercut de Russell et tenter d'en faire un sur Piastri. Et puis aussi la pluie, finalement n'allait jamais venir, mais chose devenue rare, ils ont fait un arrêt un petit peu long, 3 secondes 8 il me semble. Russell est passé, il y a eu des retardataires, ça coûte quelques secondes et à l'arrivée c'est des secondes qui auraient permis au Monégasque de prendre la 3e place sans être menacé par Piastri en fin de course. Et ce que je note encore une fois sur cet arrêt, c'est que quand bien même c'était visiblement la bonne décision, au niveau de la communication, encore une fois, ça a pêché, on a mal exposé au pilote le scénario, et donc il y avait de la frustration pour rien. Et puis il y a ce dernier tour, je pense que reprendre la 3e place à Piastri aurait été très difficile, vu l'instabilité du train arrière, qui est vraiment une constante, peut-être même un petit peu amplifiée par cet aileron Macarena, que je continue de trouver un petit peu déroutant. Leclerc avait aussi des pneus plus usés que ceux de Piastri, de 7 tours il me semble, et je pense pas qu'au déploiement, il aurait pu vraiment repasser la McLaren, notamment sur la dernière ligne droite où elle était bien plus performante. Mais voilà, ça n'excuse absolument pas son erreur, un petit peu comme Verstappen au départ. Cette perte est très 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 coûteuse. Jusque-là, il faisait un week-end franchement parfait, excellent, mais il a gâché une énorme partie de son travail. Moins de place sur la piste, moins de place après pénalité. Alors oui, peut-être que 20 secondes, c'est beaucoup comparé au cas précédent, mais honnêtement, je m'en fiche. Ce que je retiens ici, c'est que cette faute n'est pas acceptable à son niveau et on en revient à un constat que je fais régulièrement. Je pense qu'aujourd'hui en Formule 1, seul Max Verstappen est vraiment au-dessus de Charles Leclerc en termes de performance et de résultats, depuis plusieurs saisons. Mais le Monégasque sort une grosse erreur tous les tiers ou tous les quarts de saison et il n'arrive pas à gommer ce défaut qui est peut-être le dernier vrai reproche qu'on peut lui faire. Quant à Hamilton, après un week-end qui n'avait pas été rassurant au Japon, même s'il y avait ces questions de déploiement, etc., il a continué d'accuser un déficit sur Leclerc, même par moments assez clair. Il s'est fait avoir aussi par Verstappen dans le sprint où visiblement les duels avec ce pilote continuent de le perturber un petit peu. Il a été décroché du top 6 et des autres top pilotes. Mais voilà, il avait encore des circonstances atteignantes puisqu'il y a ce souci de puissance et de déploiement sur la qualif sprint et aussi en course, il y a forcément ces dégâts suite au contact avec Colapinto dans le premier tour qui empêchent à mon sens complètement d'analyser sa performance lors de cette course. Et donc à l'arrivée, c'est très frustrant parce que j'ai le sentiment que pour Hamilton et pour nous, Miami n'a servi à rien puisqu'avec ces circonstances atténuantes et ces trucs qui empêchent qu'il performe à son vrai niveau, on n'est pas plus avancé. On ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Je pense que les 4-5 dixièmes de retard sur Leclerc dans la partie sprint sont exagérés. Je pense qu'on est plutôt autour de 2-3. Mais bon, impossible d'en avoir la certitude. C'était mieux dans la qualif, mais ça restait pas sensationnel. Alors, je ne sais pas et donc j'attends encore une fois un vrai week-end clean pour savoir quoi penser profondément, mais on est obligé de noter que les 2 derniers week-ends sont moins bons que ce qu'il avait proposé sur le début d'année, même en mettant de côté ces circonstances aggravantes et atteignantes. Et derrière, on a Alpine qui pourrait commencer à s'envoler comptablement vu comment elle survole le midfield. Il n'y a pas photo, ils sont largement la 5e force.
peut-être même par instant en qualif et en course, je dirais, un petit peu plus proche du dernier top team que du premier de leur poursuivant. Voilà, clairement, c'est du super travail. Le moteur, il aide énormément et la base du châssis, elle est bonne. On pourra peut-être en demander un petit peu plus, notamment un châssis au fur et à mesure de l'année, vu le moteur qu'il comporte, mais c'est déjà très solide et c'est globalement ce qu'on attendait d'eux, Et sur ce week-end, ça a été très bien. 2 double Q3 sans jamais trembler, une présence dans les points qui n'a jamais été remise en question, une énorme avance sur ceux derrière, aucun problème à ma connaissance d'exécution quoi. Voilà, vraiment c'était top et ils auraient encore plus concrétisé sans cet abandon de Pierre Gasly qui a été victime de Lawson qui a lui-même été victime de sa boîte de vitesse qui s'est coupée et ce n'est donc pas une erreur de sa part. Notons quand même que Gasly a vécu un week-end frustrant puisque de toute évidence, de vendredi à dimanche, quelque chose n'a pas complètement fonctionné sur sa machine. Ça n'a pas été grave au point de l'empêcher d'être au niveau plus ou moins où il devait être. Il était derrière Colapinto mais globalement, il n'était pas non plus derrière d'autres personnes du midfield. Mais voilà, il n'a pas pu extraire le maximum de sa machine parce qu'il y a quelque chose qui a coincé, potentiellement, sûrement au niveau des évolutions qui ont été apportées, notamment au niveau des ailerons que Colapinto, lui, n'avait pas et lui ne s'est plaint d'aucun souci. Donc voilà, un petit peu dommage parce que il n'a pas perdu de points dans le sprint puisqu'il en a marqué un et dans la course, c'est pas ça qui fait qu'il ne marque pas de points, donc il n'y a rien qui a été perdu à cause de ça, mais Gasly n'a pas pu être à 100% de ses capacités à cause de la machine ce week-end et ce sera à éclaircir puisque ce manque de compréhension pourrait freiner le développement et l'ascension, on va dire même, d'Alpine. Concernant Colapinto, il a été juste parfait du début à la fin. Chaque week-end, il y a un pilote du midfield qui a ce rôle de mec sur lequel j'ai quasiment rien à dire tellement ça a été bon du début à la fin. Et ce week-end, c'est Colapinto pour, je crois, la première fois. On avait déjà vu de bons petits signaux lors des derniers Grands Prix, je dirais surtout au niveau du Japon. Mais là, il a été parfait. Il a profité de cette voiture qui a été super. Le seul truc qui lui manque, c'est qu'il a été gêné au départ du sprint par Verstappen. Et donc, que ce n'est pas lui qui marque le point dans cet exercice, mais son Grand Prix et ses qualifs ont été littéralement parfait. On ne l'avait pas vu comme ça depuis ses tout débuts chez Williams. Je dirais même que là, il y a même un petit cap supplémentaire qui a été passé. Les choses commencent à cliquer. Ce sera évidemment à confirmer sur la durée et en présence d'un vrai Pierre Gasly, entre guillemets. Mais voilà, c'est génial, bravo. Je pensais pas qu'aussi vite il pourrait en arriver là. J'avais même dit, je crois, il y a quelques courses que peut-être qu'il y aurait des rumeurs et de la pression sur lui en arrivant à Monaco. Il est en train de complètement inverser ce narratif et de se mettre en très bonne position. Bravo à lui. En tout cas, avec cette voiture et 2 pilotes en forme, Alpine doit vraiment capitaliser dans les prochaines semaines pour assurer la place de meilleur des autres et peut-être après rêver même d'un petit peu mieux au fur et à mesure de la saison. Maintenant, pour le deuxième midfield, vu qu'Alpine prend cette appellation quasiment à elle seule, il y a une question. Comment se fait-il que ce soit Williams qui ait profité des 2 places ouvertes dans les points par les abandons de Gasly et Hadjar? Bon, déjà, je pense qu'une partie de l'explication peut se trouver dans la méforme de ses adversaires qui n'étaient pas là. On peut commencer par Audi qui, selon moi, en performance pure, était la vraie 6e force de ce week-end. On l'a vu dans les qualifs où ils ont toujours été à la porte de la Q3 et dans le sprint où c'est Bortoleto qui est derrière les Alpines et Hadjar. Mais voilà, leur niveau de performance n'a finalement pas d'importance vu qu'ils perdent systématiquement des positions au départ et surtout vu leurs énormes soucis de fiabilité, une constante depuis le début d'année. Hülkenberg n'a pas pu prendre le départ du sprint et a abandonné avec un souci qui est apparu sous la safety car et en plus il avait été touché au premier virage, ce qui fait qu'il avait dû rentrer au stand. Donc bref, on peut considérer qu'Hülkenberg n'a pas participé aux courses de ce week-end. Bortoleto, lui, n'a pu faire qu'un seul tour de qualif parce qu'il y avait eu un souci sur sa voiture et ses freins ont pris feu. À partir de là, il est parti dernier, donc impossible de scorer des points qui, en temps normal, lui auraient globalement tendu les bras. On peut aussi rajouter la disqualification du sprint pour des raisons techniques. Bref, Audi est compétitif, Audi a la performance pure pour jouer les points et c'est déjà une excellente nouvelle, mais Audi doit manger son pain noir sur la fiabilité, c'est le prix à payer, c'est le coût d'une arrivée en Formule 1, il y a beaucoup de choses à apprendre.
il y a la perf, il n'y a pas encore la fiabilité. Tout ça, c'est un process. Il faut trust the process, comme on dit. C'est normal, c'est le début et il allait toujours avoir une contrariété, soit la perf, soit la fiabilité. Pour eux, c'est la deuxième réponse. Et ce week-end, ça a été, je trouve, une situation assez similaire pour Racing Bulls. Alors, dès vendredi, ça a été compliqué avec une voiture qui a été assez nerveuse. Je pense qu'ils avaient un petit peu moins de performance qu'Audi, mais ils étaient juste là. Ils se qualifient juste derrière eux le samedi. Lawson prend un super départ dans le Grand Prix et je pense que lui aussi aurait inscrit des points à la place des Williams s'il avait pu aller au bout. Mais eux aussi, comme Audi, ils ont eu beaucoup trop de soucis techniques. Une panne de puissance sur les 7 premiers tours du sprint qui empêche Lawson de faire un petit peu mieux. Et puis cette boîte qui a très vite lâché dans le Grand Prix et qui du coup lui coûte certainement des points. Du côté de Lindblad, on a cassé le parc fermé et pas recouvert à temps la voiture après la quali sprint. Il n'a pas pu ensuite prendre le départ du sprint. Il a eu un souci de batterie pour les qualifs et globalement, Lindblad, déjà, c'est un rookie et en plus, il faudrait faire le calcul, mais il a accumulé énormément de retard sur les tours couverts depuis le début de la saison. Je pense que c'est celui qui en a le moins couvert et peut-être même d'assez loin, puisqu'il cumule les soucis techniques sur sa voiture, notamment lors des séances d'essai et même maintenant lors des courses. Donc c'est très très compliqué, ça le met encore plus en difficulté, encore plus en retard. Donc on va le laisser très tranquille pour l'instant, d'autant que malgré ça, il nous a quand même déjà montré des moments de talent. Et puis chez Haas, pas de problème de fiabilité, mais pas d'upgrade. Oui, pour eux, c'était pas prévu à Miami, mais au Canada. Donc ils avaient, semble-t-il, un petit train de retard sur les autres à ce niveau-là, avec en plus des qualifs toujours un petit peu moins reluisantes qui les font partir un petit peu trop bas. Ça a donné une VF 26 qui était un petit peu trop loin pour aller chercher les points. Ils sont jamais globalement sortis de la zone de la Q2 et n'avaient pas de quoi faire la différence en course où les deux pilotes ont été globalement très proches, mais ont buté sur Bortoleto samedi puis sur Albon dimanche. Voilà, un Berman qui a été un petit peu moins à l'aise dans la voiture et qui a subi en plus un arrêt un petit peu long, un Ocon dont la dynamique s'est stoppée sur le deuxième relais du Grand Prix, un package global qui en plus de ça n'a pas été totalement optimisé. Bref, c'était un week-end un ton en dessous pour Haas qui attend les évolutions de Montréal pour retrouver le positif du début de saison. Ça fait donc pour Williams 3 concurrents en méforme et je pense que les points seraient revenus à Bortoleto et Lawson à la régulière. En plus, voilà, on l'a dit, il y a les abandons de Gasly et d'Adjar qui ont ouvert ces spots-là. Mais bon, il faut quand même pas enlever le beau boulot qu'a fait Williams de son côté. C'est l'autre partie de la pièce, l'autre raison de leur bon résultat, même leur super résultat sur le papier. Williams a apporté un gros train d'amélioration ce week-end, le premier, et la voiture a clairement pris un coup de boost. Elle n'a pas perdu du tout son surpoids et elle va sûrement mettre un long moment à atteindre la limite. Mais dès vendredi, c'était mieux. Il y a eu que des passages en Q2 et cette fois-ci, contrairement au premier week-end, ils étaient légitimes, mérités, on va dire. Et en rythme de course, on a directement vu qu'ils se battaient avec les autres, les Audi, les Racing Bulls et Haas, contrairement aux 3 premiers week-ends où ils étaient dans un no man's land, décrochés de ce groupe-là et devant Aston et Cadillac. Ils ont fait un pas en avant, il reste encore évidemment du travail et ils ne sont pas là où ils veulent être globalement du tout. On peut aussi dire qu'il y a quelques circonstances qui les ont aidés et que l'exécution n'a pas été top sur plusieurs parties du week-end. Mais dimanche, ça a été très bon, les choses ont en plus tourné dans leur sens. Les deux pilotes ont fait des départs canons, ils sont 10e et 12e, puis 9e et 10e après les abandons de Gasly et Lawson et à partir de là, ils ont tenu bon. Ils se sont arrêtés au bon moment et le rythme de la voiture a fait que personne de derrière n'a pu revenir pour les déposer, ce qui aurait été le cas lors des 3 premières courses. Donc voilà, bravo, c'est mieux. Les 3 points sont plus beaux que la réalité. Miami a peut-être agi comme un amplificateur, mais c'est une super nouvelle, ça fait du bien. Et au passage, sacré week-end de Carlos Sainz qui a été bon de bout en bout et qui avait, je crois, dimanche un énorme rythme, notamment comparé à Albon qui l'a doublé dans le premier relais, puis ensuite globalement un peu déposé. Et pour finir, un mot sur le duel de fond de grille, Aston face à Cadillac, qui était vraiment très serré ce week-end avec en moyenne
3 secondes de retard par tour en rythme de course, 3 secondes et demie. Alors pas de révolution, on le sait chez les Verts qui vont mettre toute l'année à se défaire des soucis qu'on a du côté de Honda et qui n'ont pas amené la moindre évolution. On sait que leur calendrier est décalé par rapport aux autres. Mais bon, au moins ils semblent avoir mis derrière eux le sujet des vibrations et ils arrivent maintenant à terminer toutes les séances ou presque, notamment les longues courses. 2 éléments qui étaient franchement pas acquis en Chine il y a seulement 2 week-ends de compétition. La performance pure, elle reste absolument inexistante, même s'ils n'étaient pas réellement plus lents qu'une F2 vendredi. J'ai été un peu pas désabusé de voir ça parce que non, c'est pas le cas, c'est juste qu'ils n'ont pas signé un tour représentatif en qualif sprint. Sinon Alonso avait une 32 dans les pattes, ce qui est 8 secondes plus rapide que les F2, donc j'ai pas du tout compris ce commentaire là. Reste que voilà, il se battait avec Cadillac tout le week-end. Alonso a gagné la bataille à chaque fois quasiment. Stroll lui a fini les 2 courses derrière Pérez, même si voilà, faut pas tirer trop de conclusions parce que visiblement, il avait un souci sur la voiture dimanche. Un Pérez que j'ai encore trouvé très bon, il est qu'à un quart de seconde du passage en SQ2 vendredi, sur son seul tour en plus sans souci. Samedi et dimanche, il s'est battu avec les Aston. En qualif, il n'est que 3 dixièmes derrière Bottas alors qu'il n'a pas aimé les changements sur sa voiture et qu'il a eu une série de soucis et globalement, il bat largement Bottas. Parfois même alors qu'il a des problèmes et alors qu'il a des dégâts, ce qui était le cas lors du Grand Prix. Alors, je trouve que pour l'instant, il n'y a pas photo vraiment quand ça compte entre les 2 coéquipiers. Je trouve Valtteri en retrait, pas capable pour l'instant de tirer quelque chose de la voiture, avec en plus, il y a eu cette pénalité pour excès de vitesse dans les stands. Voilà. Après, côté de la voiture, justement, il y a eu un premier gros package d'amélioration qui a été apporté. C'est vraiment positif, il y a des pièces dedans qui se rapprochent de ce que peuvent faire certaines bonnes équipes. Ça a l'air d'avoir marché, bravo. La fiabilité, elle s'améliore. On commence à parler de performance. Bref, franchement, les débuts de Cadillac étaient très bien. Le deuxième étage de la fusée commence à se monter visiblement. Donc pour l'instant, c'est très bien, ça avance vraiment comme il faut. Allez, un petit point sur les classements avec donc 20 points d'avance pour Antonelli qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives tout de même. Derrière, Leclerc a perdu 8 points tout seul et en plus on a redonné 2 à Hamilton et Verstappen. Et donc au final, sa 3e place n'est pas solidifiée comme elle aurait dû l'être. Les McLaren, elles, remontent et je pense qu'elles peuvent bientôt peut-être se rapprocher des Mercedes, mais quand même notons que Norris compte déjà 2 fois moins de points qu'Antonelli. Berman, lui, est toujours le meilleur des autres grâce à l'abandon de Pierre Gasly et notons que Colapinto est à la 11e place avec 7 points. Côté constructeur, Mercedes va toujours bien, merci pour eux, 70 points d'avance et ils n'en ont lâché que 3 sur McLaren ce week-end, donc ça va. McLaren qui en prend 28 à Ferrari et apparaît désormais comme la 2e force en puissance. On pourrait avoir, peut-être même dès le Canada, un changement de position là-dessus. Red Bull, elle, retrouve enfin une place un peu plus normale, sortie du midfield. Alpine est la meilleure des autres, 5 points d'avance sur As, 9 sur Racing Bull, ce sera accentué vu le niveau de la voiture. Et Williams, ça mine de rien déjà 5 points en 4 Grands Prix. Vu les énormes difficultés du début de saison, c'est assez costaud et ils ont su capitaliser 2 fois sur les ouvertures et les moments un petit peu plus fous. On passe aux notes, toujours à prendre avec des pincettes. N'hésitez pas à lire les conditions d'utilisation marquées au bas de ce graphique, c'est toujours instructif. Et donc évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec une note, dites-le en commentaire, dites pourquoi, dites quelle note vous mettez et comme d'hab, je réajuste en fonction des avis de la communauté. L'objectif, c'est pas que je vous donne mon avis brut, c'est de l'enrichir des vôtres et d'avoir à l'arrivée la meilleure version possible. Pour moi, le meilleur pilote du week-end, c'est Norris parce qu'il a été excellent et il n'a pas fait d'erreur. Partie sprint absolument parfaite, largement meilleur que Piastri et son Grand Prix est excellent, il aurait pu ou dû gagner. Colapinto aussi a été parfait, excellent niveau de performance, rien à dire, son meilleur week-end en Formule 1. Antonelli aussi a été génial, on va pas se mentir. Dommage, il rate la meilleure note avec Norris s'il n'y a pas eu ses track limits lors du sprint. Sainz, excellent comme sur les week-ends récents et bien devant Albon. Ensuite, c'est Pérez qu'on retrouve et oui, c'est super dur d'évaluer une Cadillac, mais quand j'analyse en profondeur sa performance, je l'ai trouvé excellent malgré des gros soucis parfois sur sa voiture. Derrière, j'ai un groupe de 7 avec Albon qui a été dominé par Sainz et qui a connu quelques soucis par instant, mais qui reste sur une bonne perf. On a ensuite Verstappen qui est dur à juger avec la faute du départ et aussi par un moment son comportement en piste. Mais voilà, il a quand même eu un gros niveau de performance dès l'instant où la voiture est revenue. Il l'a mise très très haut sur la grille. Vous me direz si
Vous êtes à 7 ou un petit peu en dessous, sachant que pour moi, sans le spin, c'est plutôt 9. Ensuite, j'ai Alonso. Dur de noter une Aston Martin, mais je crois qu'il n'y a que sa sprint qualif où il y a eu une erreur. Le reste, il a devancé ceux qu'il avait à devancer, donc voilà. Ensuite, j'ai des notes coef 0.5, donc qui compteront moins à l'arrivée parce que tout n'a pas été de leur faute. Pour Bortoleto, qui n'a pas pu participer à la qualif, et avant ça, le reste était très bon, donc difficile de juger complètement sa performance lors du Grand Prix. Et Gasly, qui a été compromis par cette voiture bizarre et qui a eu cet abandon très tôt dans le Grand Prix, pas de sa faute, alors que jusque-là, ce qu'il faisait était plutôt bon. Vous me direz si les notes correspondent pour les deux, et je pense qu'on va rester sur un coef 0.5 vu les soucis externes qu'ils ont connus. Ensuite, j'ai Piastri. Les résultats sont bons sur le papier et il n'y a pas eu d'erreur, mais le déficit de performance me semble quand même très lourd. Vraiment, c'était assez énorme. Pour Hamilton, c'est similaire à Piastri, sauf que pour lui, il n'y a pas les gros résultats, mais il y a des circonstances atténuantes avec tout ce qu'on a évoqué. Reste quand même que c'est dur de mettre un peu plus. Peut-être que lui aussi devrait avoir le coef 0.5. Vous me direz ce que vous en pensez. Quant à Leclerc, il avait 9 jusqu'au dernier tour. Il était avec Colapinto et Antonelli. Mais voilà, après, il faut savoir combien de points lui fait perdre cette grosse erreur. Moi, j'ai jugé que ça le faisait tomber à 6,5. Vous me direz si pour vous ça descend en plus ou alors s'il ne faut pas surévaluer ça. J'aurais quand même du mal à le mettre plus que ça, et si quelqu'un veut le descendre à 6, je peux comprendre, on verra avec les commentaires. Bergman lui a fait un week-end correct dans une As qui a été difficile à amener un petit peu plus haut. Lawson a été performant quand il a pu, mais il y a eu beaucoup de soucis externes et de soucis de fiabilité dans le sprint et puis la boîte de vitesse, c'est pour ça qu'il a qu'un coef 0.5. Ocon lui a été correct, il a été battu 2 fois par Bergman en qualif, il l'a devancé dans le sprint, son deuxième relais du Grand Prix a été plus dur, donc l'un dans l'autre, c'est là qu'il tombe. Et Lindblad, lui, c'est pas évident avec les soucis dans le sprint, les soucis techniques. Voilà, c'est pour ça que lui aussi a un coef réduit de moitié. Pour Bottas et Stroll, dur à noter vu les voitures, mais ils ont été battus, bien battus par leurs coéquipiers par moment et globalement un petit peu en dessous, je trouve. Pour Russell, c'est d'un raté, c'est pas du tout la performance attendue. Les résultats bruts ne sont pas catastrophiques, 2 fois 4e, c'est très bon, mais globalement il aurait dû déjà faire 2 fois 5e, voire un petit peu moins selon ce qui se passe autour de lui. Je pense même que dimanche, il y a un scénario où c'est lui le moins bon des top pilotes, si Hamilton n'a pas de dégâts, et si Verstappen ne spin pas, et si Leclerc ne spin pas. Donc voilà, mais globalement Russell s'est raté ce week-end. Hadjar, lui, si on creuse, il y a un peu plus de bonnes choses que ce qui n'y paraît au premier abord, mais bon, il y avait de beaux écarts et 2 grosses fautes en Q3 et le crash du Grand Prix qui fait trop mal. Et enfin, je n'ai pas noté Hülkenberg puisque il a fait 2 bonnes qualifs, mais il n'a pas participé au sprint et on peut considérer qu'il n'a pas participé au Grand Prix puisque dès le premier tour, il a dû rentrer au stand et ensuite au 7e, il a abandonné. Voilà les notes. Vous avez aussi les équipes, une notation un petit peu différente puisque mélange de performance, d'attente et d'exécution. Vous me donnerez vos avis. Je rappelle que c'est pas du tout évident de noter sur ce début de saison avec ces nouvelles voitures. La dose d'inconnus et de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on a du mal à évaluer, est encore plus grande. Donc voilà, c'est pas facile, il y a forcément des bugs là en revoyant, que penser de Lindblad, des As, que faire de la performance de ceux qui ont spin, que faire des Cadillac et des Aston. Voilà, c'est vraiment pas évident d'arriver à juger tout le monde dans une même notation, avec une même grille d'évaluation, mais voilà ce que j'arrive à en faire avec le recul que j'ai pour l'instant. J'attendrai vos avis évidemment. Sur ce, merci de votre écoute, je vous attends comme d'habitude en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos avis sur le nouveau règlement entre guillemets, sur la nouvelle hiérarchie, McLaren, Ferrari, qui aurait dû gagner, les spins, etc. etc. Je vous attends là-dessus, n'hésitez pas aussi à me donner vos notes, vos corrections et à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'avez pas raté les prochains débriefs. Mine de rien maintenant, on a à nouveau une petite mini trêve puisque le Canada, c'est pas le week-end prochain, c'est pas celui d'après non plus, donc attention. D'ici là, on essaiera de voir si on a quelques vidéos avec des sujets sur la table. Bref, portez-vous bien et à bientôt.